Je rappelle qu'on pouvait construire sur 100% de l'assise foncière, de mémoire sur 5 niveaux, c'est ça, sur 5 niveaux, avec un nombre limité de places de stationnement sur l'assise de la propriété, etc., etc. Donc on est allé, je pense, au bout de ce qui était permis réglementairement, parce qu'il y a un droit de l'urbanisme dans cette première phase de réduction. Ce que nous relançons maintenant, c'est que c'est évidemment de bien moindre ampleur, puisque l'essentiel avait été fait, parce que maintenant, ce qu'on a relancé depuis 2014, conformément à ce qu'on avait indiqué. L'essentiel avait été fait, et on tente, partout où c'est possible, encore de réduire cette constructibilité. Le problème, c'est que nous sommes confrontés, bien évidemment, au fait qu'il y a des règles. On ne peut pas, par exemple, intégrer une zone de type UB au milieu d'une zone UA. C'est interdit, c'est comme ça. On ne peut pas, à certains endroits où on voudrait carrément qu'il n'y ait pas de construction, sauf à acheter le terrain pour une réalisation publique, mais à ce moment-là, on l'achète au prix d'un terrain constructible. Alors vous imaginez dans certains endroits le prix du terrain, parce que d'ailleurs vous regardez bien, ils ne s'embêtent pas, les constructeurs, ils achetaient des villas, ils savent qu'en démolissant la villa, lorsqu'ils auront fait un appartement et demi, ils seront rentrés dans leurs frais, et puis tout le reste, ça sera bénéf. C'est tout ce qu'on a connu dans les 3 quartiers d'extrême construction, dont le vôtre, ici sur les Bouilles-Secs, mais également à Toussaint-Mer, à Châteauban, et également au Gué-Versant. Là, aujourd'hui, il serait absolument impossible, c'est le cas par exemple au Gué-Versant, de modifier le zonage pour les personnes qui sont coincées et qui n'ont pas vendu à ce moment-là, et qui se retrouvent aujourd'hui coincées entre 2 immeubles. Ça leur ferait perdre la valeur de leur bien, et ils pourraient du coup plus le vendre, même si leur vie est complètement pourrie, pour aller s'installer ailleurs en fonction des opportunités qu'ils pourraient trouver. Qu'est-ce que je veux dire d'autre sur le sujet? Il y a des coups partis, dont certains depuis longtemps. C'est très long en fait entre le moment où on met en œuvre une révision d'un plan local d'urbanisme, surtout quand on veut le faire dans le même état d'esprit que celui dans lequel nous avons fait la révision de 2010, c'est-à-dire essayer de faire en sorte que le nouveau PLU, comme ça se voit dans d'autres communes, ne soit pas attaqué, donc il faut qu'il ne soit pas attaquable. C'est la raison pour laquelle on essaie d'aller au-delà de ce que la réglementation prévoit en matière de concertation avec l'ensemble de tous ceux qui veulent et peuvent y participer, de telle sorte que le résultat qui sera présenté au conseil municipal corresponde autant que faire se peut aux souhaits des gens. On a une autre difficulté qui est aussi une difficulté légale. C'est les obligations découlant du programme local de l'habitat. Le programme local de l'habitat, c'est une obligation légale. Il fixe pour la Seine encore des centaines et des centaines de logements à construire d'ici 2020, c'est ça, dans ces logements, 25% de logements sociaux. Nous n'y sommes pas, vous le savez, nous sommes à 19,7 je crois, c'est-à-dire qu'on est encore loin d'atteindre l'objectif. Le temps passe. Pour l'instant, nous avons construit les logements nouveaux, sociaux, qui ont été construits, sont essentiellement ceux qui se permettent à la reconstitution de l'offre locative sociale après les opérations de rénovation urbaine de Berthe et notamment les démolitions. On en a démoli 862, je crois. Ça se termine là. Et donc il faut en construire autant. Le terrain est rare. Il y a des endroits où nous ne voulons pas construire. Un des axes sur lequel nous travaillons en ce moment,
sur le programme, sur le plan local d'urbanisme, c'est d'essayer de ne pas construire au sud du port, parce que on a le problème du boulet que représente la traversée du port, qui est, même si, objectivement, si on regarde par rapport à d'autres endroits, on peut se dire, oui, il y a des moments de la journée où c'est vraiment pénible, quoi, ça n'avance pas. Malgré tout, c'est rare qu'on mette plus de 20 minutes pour traverser. Puis après, le reste du temps, c'est relativement fluide. Mais si on continue à construire, ici, par exemple, là, dans le quartier, ce sera autant de voitures qui vont être coincées. Comme la guerre de solutions de contournement, on a bien ce projet qui sera le projet majeur du dispositif qui s'appelle Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine pour le centre ancien. Nous sommes retenus sur le principe, mais pour autant, ni l'État, ni l'Agence nationale de la rénovation urbaine, et depuis hier, ni la région, qui a écrit au président de la métropole pour annoncer son retrait des financements de tout ce qui concerne ce qu'on appelle la politique de la ville, ce qui représentait quand même 20% des financements. Ce projet donc de décaler la circulation du port, enfin d'agrandir le port, on va dire, en gagnant sur le port, sur l'eau, voilà, en gros jusqu'à la première panne, voilà, reporter les bateaux, ça c'est à voir avec la chambre de commerce un peu plus loin, c'est-à-dire après on ne sait pas où exactement, enfin peu importe, il y a de la place, de telle sorte qu'on puisse avoir à la fois des terrasses, que quand on casse la croûte sur le port, on n'est pas les pots d'échappement dans la figure, et que donc on puisse reporter la circulation un peu plus loin. Il faut comprendre qu'il y a eu dans le passé tout un tas d'idées qui ont surgi. Je me rappelle un tunnel qui faisait des virages à angle droit, qui était sur le fond, qui était un tuyau qui longeait le port, donc ça ne pouvait pas faire. Il y a eu le projet de pont, on va dire, à l'est du pont Levant. Le problème de pont de cette façon-là, c'est qu'il faut y monter sur le pont, donc ça veut dire qu'il faut des rampes d'accès qui partent de part et d'autre, de très très loin. Un tunnel, s'il y avait les sous, enfin, je parle de solutions techniques en évacuant complètement la question budgétaire, évidemment. Un tunnel serait pareil avec des trémies très très longues. Donc bon, cette solution-là serait celle qui semble raisonnable aujourd'hui. Ça serait relativement jouable, sous réserve que l'État déclenche la mise en œuvre du programme de rénovation urbaine. À ce jour, contrairement à ce qu'on a connu avec le premier programme de rénovation urbaine, pour lequel les quartiers ont été sélectionnés par l'État en 2003-2004 et où en 2006 on pouvait commencer. Là, la loi d'orientation pour la ville date de 2012, la sélection a dû avoir lieu en 2013, de mémoire, en fin 2013. On est à 2018 et il y a 0 centime, hormis des sous pour faire des études qui permettent de décider quelles études on va faire avant de décider de ce qu'on va faire. Parce que ça, je vous le dis, c'est la réalité, c'est l'histoire de faire patienter tout le monde, sauf que les gens ne patientent plus, notamment les gens des conseils citoyens, qui par la loi désormais doivent être associés à la définition des orientations d'aménagement pour leur quartier. Bon, je reviens donc à ce programme local de l'habitat qui est une extrême contrainte liée en plus, intégrant évidemment pour les quartiers de Toulon et de la Seine concernés, intégrant cette nécessité de produire du logement social à hauteur de 25%, sans que le logement social nous n'ayons le droit de le construire dans les quartiers prioritaires politiques de la ville, donc il faut le construire ailleurs, faute de quoi on sera puni. Et l'estimation qui est faite, si nous n'avons pas atteint l'objectif de 25% de logements sociaux qui nous reste à faire, qui sont de l'ordre de 400 ou 500, c'est ça, 400 ou 500, 25% de logements sociaux, ça vous faites... on multiplie par 5, vous voyez le nombre pour avoir le nombre de logements qu'on doit avoir, plus en intégrant ceux qui permettent, en gros il faut en faire 30% aujourd'hui pour qu'on rattrape, voilà. Moi, très honnêtement, je ne sais pas où planter quelques milliers de logements supplémentaires. Bon, dans le délai en question. L'amende que nous allons payer
L'amende que nous allons payer sera de l'ordre de 2 millions d'euros. Voilà. Donc, il faut arriver à rechercher le bon équilibre entre la production de logements, autant que possible, dans la partie nord de la commune, mais pas dans le quartier Berthe. Pas non plus dans les quartiers comme la présentation, aux alentours, y compris aux alentours de la présentation, parce que c'est un ancien quartier politique de la ville, ce qu'on appelle quartier en veille, c'est comme ça, hein. Comment ? Territoire de veille. Territoire de vie à veille, là on n'a pas le droit non plus. Et du coup on perd les sous aussi, les aides qui peuvent être apportées à la construction par l'État là-dedans. Donc c'est un vrai casse-tête, d'autant, ben, vous le voyez bien, vous voyez bien comment est faite la Seine. Aujourd'hui les endroits sont rares à trouver. Voilà. Donc on a à la fois la volonté de dire ben, il ne faudrait pas qu'on aille bien au-delà de 70 000 habitants dans cette ville, et on est à 65 000 aujourd'hui, et à la fois l'obligation de produire du logement. Voilà. Certains appellent ça la quadrature du cercle, ou le casse-tête chinois, peu importe. On essaie, malgré tout, de négocier en périphérie de Berthe, de voir des endroits où c'est possible, mais c'est extrêmement compliqué. Et en périphérie de Berthe, par exemple, à Gué-Versant, bah, il y a un projet de Terre du Sud Habitat, hein, qui est un projet de réalisation d'une petite résidence HLM, là où il y avait, pour les plus anciens, la fabrique de pâtes alimentaires, qui a ensuite accueilli les éditions Beauval, puis ensuite le marchand de meubles Altavilla. On est au pied du Gué-Versant, dans un quartier où les gens ne peuvent plus de la densité de l'immobilier, où c'est compliqué de circuler, où ils sont la peine pour retrouver des endroits pour stationner, enfin autant de choses que vous connaissez pour certains d'entre vous, ceux qui habitaient le plus vers l'ouest de votre quartier des Bouilles-Secs, vous voyez bien ce que c'est. L'exercice est très difficile. Et je dirais encore qu'il se complique, comme ça vous avez l'état d'esprit qui est le nôtre aujourd'hui, il se complique avec la loi Dallot lorsque on réalise du logement social intégré dans des résidences où il n'y a pas que du logement social, voilà. Et où, en partie par la reconstitution de l'obligation de relogement des gens qui ont quitté les logements HLM qu'ils habitaient, et en partie par l'application de la loi droit au logement opposable, ce qui en soi est, me semble-t-il, au XXe siècle, une bonne chose, que tout le monde puisse avoir droit à avoir un toit, je trouve que c'est plutôt pas mal. On se retrouve avec des difficultés de vie commune, avec, il faut le reconnaître, alors c'est une infime minorité, mais c'est une minorité qui pourrit la vie dans certaines résidences. C'est le cas dans la nouvelle résidence, par exemple, qui a été faite à côté de la clinique du Cap d'Or, où une famille, voilà, obligation de l'installer, une famille en fout tous les autres habitants. C'est extrêmement complexe. Alors, pour en revenir un peu plus précisément au quartier, ici, en particulier vers chez toi, Dédé, je crois que sur la perspective, sur un des projets, il faut me corriger si je dis des bêtises, Denise, sur un des projets qui était prévu, c'est qu'on fasse en sorte qu'il ne se fasse pas, c'est ça ? Et puis pour l'autre, je crois qu'il faut qu'il se fasse, c'est ça? Et il y en a un deuxième. Ouais, je sais plus. Il y en a un, effectivement, qui ne se fera pas. Ouais, c'est ça, hein, voilà. C'est-à-dire qu'en gros, partout où on arrive à modifier le zonage, donc à rendre moins constructible, on le fait. Là où on ne peut pas, eh bien on ne peut pas, on ne le fait pas. Et j'en termine pour vous dire que c'est presque anecdotique, mais enfin, malgré les difficultés auxquelles on est confronté, les différents espaces qui, dans notre plan local d'urbanisme, ceux qui ont suivi la chose en 2010 s'en rappellent peut-être, il y a 4 ou 5 endroits
où il est nécessaire de faire un plan d'aménagement global. C'est le cas par exemple à Gomain, vers les Pernon-Fortin là-bas, c'est le cas à d'autres endroits vers le quartier Brémont, etc. Là, on maintient une difficulté à construire et une obligation de plan global d'aménagement pour justement continuer à freiner tout en ne lésant pas les propriétaires. On a ce projet à Costechaude également, et puis on a évidemment le sujet de Bois-Sacré. Bon, je ne vais pas revenir, enfin je veux bien y revenir pour rappeler à ceux qui ne connaissent pas l'histoire, vous rappelez, donc il y avait, je ne sais pas combien, il y avait 50 et quelques mille mètres carrés de construction qui étaient prévus. On est allé au bout du bout de ce qu'on pouvait modifier dans le PLU 2010, ce qui a ramené à 25 000, 26 000, je ne sais plus, c'est-à-dire à peu près la moitié. On a obtenu du préfet qu'il exige qu'il y ait, je ne sais plus comment ça s'appelle, une étude d'impact, enfin quelque chose comme ça, notamment par rapport à la question de la circulation, qui a mis en évidence, de mémoire, que ça allait représenter 1900 voitures par jour, en plus de ce qu'on connaît sur tout sa mer là, voyez un peu. Et puis il n'est pas dit que les habitants du Bois-Sacré, ils aient des horaires de travail différents de la majorité d'entre nous, donc ça va être forcément à ce moment-là. Bon. On a refusé une première fois le permis, vous me rappelez. Bon. Voilà, après, le nouveau permis a été déposé, modifiant dans le sens souhaité, et donc Bois-Sacré va se réaliser. Là, il y a un des points qui n'avait pas été imposé par l'État, je ne sais plus lequel c'est une histoire par rapport à l'eau, l'évacuation des eaux, des choses comme ça. Évidemment, Constructa va modifier son projet de telle sorte que ça réponde aux exigences voulues. Et donc l'opération va se réaliser et on va avoir, donc, je crois, 350 et quelques... c'est ça pardon 350 logements là-bas. C'est pas le problème des logements parce qu'ils peuvent faire l'objet d'une intégration urbaine, paysagère. On a négocié des trucs de telle sorte que les habitants de la Rouve puissent profiter d'accéder sur la propriété avec des espaces verts, des espaces de cheminement permettant de descendre, tout ça c'est là. Le problème majeur, c'est le problème des circulations, des mobilités. D'où l'insistance avec laquelle on s'est... Enfin, moi, André, tu avais raison de le dire, j'ai l'impression que ça fait 10 ans que je réclame la modification des lignes de bateau, pas seul, avec Gilles Vincent, le maire de Saint-Mandrier, parce qu'on est concerné par la même logique. Bon, le vice-président Yves Chenevard, chargé des transports, nous a donc annoncé, ainsi que tu le disais, la mise en œuvre du projet du début 2020. Bon, voilà, on a attendu jusque-là, on peut attendre encore un petit peu, pourvu que TPM ne se trouve pas confronté à une difficulté budgétaire supplémentaire qui lui interdirait d'acheter le bateau nécessaire, parce que c'est ça aussi le sujet, c'est pas... Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur l'urbanisation, pour rester un peu général et un peu précis, enfin pas trop précis, parce que là après mes collègues sauront plus, enfin l'état d'esprit il est celui-là. Oui, j'en termine, c'est anecdotique. Ce PLU, on a quand même réussi à sortir des espaces agricoles supplémentaires. Pas beaucoup, mais on a quand même réussi à sortir des espaces agricoles supplémentaires. En accord avec d'ailleurs les propriétaires de ces espaces, bien entendu. Et puis oui, on sacralise Saint-Elme, enfin on sanctuarise Saint-Elme. Il n'y avait pas trop besoin jusqu'à présent, puisque c'est un espace boisé. Voilà, c'était une zone militaire. Vous savez que la Défense nationale veut se séparer de beaucoup de ses propriétés, dont le fort de Balaguier, qui en plus ils mettent en vente. Bon, donc on a aussi travaillé ce qu'on appelle les trames vertes, c'est comme ça que ça s'appelle, vous les spécialistes, de telle sorte qu'on puisse avoir dans la ville, d'un bout à l'autre de la ville,
des espaces où il y a du vert quoi, qui passe, comme c'est un peu recommandé aujourd'hui dans les projets d'aménagement urbain. Voilà. Donc je te dis grosso modo l'état d'esprit dans lequel on se trouve. Ici, sur les parties les plus, qui ne sont pas les parties de l'hyperconstruction, voilà. C'est-à-dire dès qu'on quitte les immeubles en quelque sorte, donc quand on va au sud là, on essaie d'élargir les zones, certaines zones UB qui deviennent des zones UC, c'est-à-dire pour que ce soit du A qui devient UB, mais également du UB qui devient UC, il me semble. Il y a déjà vu ça à des endroits. C'est-à-dire que alors le problème, c'est d'arriver à trouver les justifications légales et ce que je vous disais au tout début, on ne peut pas faire de la dentelle comme ça, c'est interdit. Il faut que ça ait une globalité. Voilà, on en est là.